Hello et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage? Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leurs réussites et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello le gang, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je retrouve Charlotte, plus connue sous le nom de Le Labo du rédacteur web sur Instagram. On parle référencement naturel ou encore SEO si tu préfères et c'est un épisode pépite full valeur que tu vas pouvoir découvrir. T'es prête? C'est parti pour l'épisode du jour. Hello Charlotte, bienvenue dans Wedding Divan, je suis ravie de t'accueillir. On est sur le deuxième enregistrement. Après les 2 fois où on a dû décaler le call, on est plutôt bien. J'espère que ça va fonctionner. J'espère que ça va fonctionner correctement cette fois. Bienvenue en tout cas. Merci d'être là. Merci de m'accueillir, mais merci pour l'invitation. Je suis hyper contente d'être là. C'est un plaisir pour moi aussi. Du coup, je te disais juste avant, quand on a fait le premier enregistrement, que on allait parler du SEO parce que c'est un sujet qui est important pour moi, qui a été longtemps un de mes chevals de bataille et qu'il va falloir que je m'y remette sur mes 2 sites parce que ça fait un moment que je m'y suis pas mise. Et je sais que pour toi c'est le sujet puisque c'est ton travail. Oui. Mais du coup, avant de commencer à parler SEO et de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment t'es devenue rédactrice web? J'arrive toujours pas à le dire de la première fois. Est-ce que tu faisais avant alors du coup? Ouais, alors moi du coup, j'étais pas du tout rédactrice à la base, j'étais infirmière. J'ai été infirmière pendant 7 ans. Mais bon, au fur et à mesure des années, le métier me convenait de moins en moins, notamment à cause des conditions de travail hyper mauvaises. Donc en 2018, je savais déjà que je voulais changer de métier, mais je savais pas du tout quoi faire. Je voulais mettre en place quelque chose, être à la tête de quelque chose, mais je savais pas quoi, je savais pas comment, je savais pas si c'était possible même. Tout ce qui était entrepreneuriat, tout ça, pour moi c'était même pas un concept, j'en avais jamais entendu parler. Donc j'ai commencé à chercher un petit peu un métier que je pourrais exercer en tant qu'indépendante. Et donc là, j'ai découvert l'univers du web que je connaissais pas du tout, le code, le marketing, les réseaux sociaux et évidemment la rédaction web et le référencement naturel, le SEO. Donc j'ai commencé un petit peu à toucher à tout ça. Je me suis formée en ligne, j'ai repris les études dans une école de communication et de marketing. Et en 2019, je suis vraiment tombée dans la marmite de la rédaction web, on va dire, pendant un de mes stages dans un studio photo, puisque j'avais participé à la création du site web du photographe, à la mise en place de son blog, à la rédaction de ses premiers contenus. Et plus ça allait, plus ça me plaisait. Je me suis formée encore et encore, principalement sur le tas, en faisant beaucoup de tests sur mon propre site web que j'ai mis en place entre deux. Et j'ai commencé du coup à être rémunérée pour mes compétences de rédactrice web à partir de mars 2020. Et du coup, aujourd'hui, je suis à mon compte, 100% indépendante, rédactrice web et formatrice SEO depuis la fin de l'été 2021. Ok, bon finalement toi, alors dans notre métier quand on se lance en 2020 c'est un peu la catastrophe parce que dans le mariage en gros il y avait personne qui se mariait. Oui, non, mais toi c'était une super période pour te lancer finalement. Ouais, moi j'ai profité Oui. Si, en vrai, profiter du Covid parce qu'on était à la maison et moi clairement c'est un environnement où j'aime bien être. Donc j'en ai profité pour me former à fond et clairement les gens ils se sont rendus compte que si tu pouvais pas être dans la rue, que tu pouvais pas être avec les gens, fallait être sur le web et du coup pas mal de missions un peu SOS. Ils étaient prêts à faire confiance à quelqu'un qui débutait. Et donc, oui, je me suis fait un peu la main aussi comme ça à cette période-là. Mais c'était cool. Oui, trop bien. Pour moi, en tout cas. Oui. Une question qui me vient, qui a rien à voir avec le schmilblick, mais comment ton métier d'infirmière, aujourd'hui, t'aide dans ton métier d'aujourd'hui?
C'est un peu tout ce qui concerne la partie accompagnement du client, tout ce qui va être compréhension du besoin, écoute, empathie pour savoir ok, t'as un problème, on en parle, on en discute, on va trouver des solutions. Alors on n'est plus, je suis plus dans le soin en mode t'as mal, je te soulage, des choses comme ça, mais ça reste quand même de l'accompagnement, ça reste un peu de l'aide à la personne malgré tout. Donc j'ai réussi à garder cette partie-là du métier que j'aimais bien et le coupler avec une nouvelle partie que je connaissais pas et un petit peu me débarrasser de tout ce qui me gênait pour le coup, genre les conditions de travail atroces, la hiérarchie pas forcément hyper compréhensive, les horaires de travail dégueux. Enfin, donc voilà, j'ai un peu allié les deux trucs les plus intéressants, je trouve. Et ouais, trop bien. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi le SEO, c'est important pour toutes les entrepreneuses du mariage, par exemple? Alors, je peux l'expliquer, mais juste avant, j'aimerais bien juste redéfinir la notion du SEO pour être sûr que tout le monde soit au clair là-dessus tout de suite, parce que des fois, ça parle pas à tout le monde, et c'est OK. Donc, le SEO, littéralement, ça veut dire l'optimisation pour les moteurs de recherche. Donc, on parle aussi de référencement naturel. Et en fait, ça correspond à toutes les techniques qu'on va mettre en place sur notre site web pour qu'il soit placé le plus haut possible dans le classement Google. C'est-à-dire que quand un internaute fait une recherche dans Google, qui tape des mots et qu'il appuie sur rechercher, nous, notre objectif, ça va être que notre site soit dans les premières positions pour être le plus visible possible et pour que la personne, elle atterrisse sur notre site, sur nos pages et pas celle des concurrents qui sont à côté. Donc maintenant que ça c'est défini, pourquoi c'est important ? Parce que déjà ça nous permet d'être trouvés par nos prospects et nos futurs clients. Dans le domaine du mariage, qui est assez concurrentiel, c'est hyper intéressant d'être bien positionné dans les résultats de recherche pour attirer des couples qui sont en train de préparer leur jour J et qui cherchent des conseils, qui cherchent des prestataires, des lieux, etc. Si je prends un exemple, je suis photographe et que je suis super bien positionnée tout en haut des résultats de recherche quand ma cible elle tape photographe mariage à Lille, clairement je vais augmenter mes chances d'être contactée par des futurs mariés qui sont en train de rechercher un photographe pour leur mariage. Et à l'inverse, si je suis en 7e page de Google, là j'ai pas beaucoup, voire pas du tout de chances d'être trouvée parce que même si les futurs mariés ils vont consulter le site de plusieurs prestataires pour faire leur choix, jamais de la vie ils vont aller en 7e page, personne fait ça. D'où l'importance d'utiliser le SEO pour se rendre visible et vraiment être au top classement. Yes. La question que j'avais mise juste après, c'est les types de contenus et les sujets particulièrement efficaces pour les métiers du mariage. Mais on parle de Google, mais c'est vrai que là, même Instagram se met sur le SEO. Ouais, ça marche aussi sur Instagram. Sur les légendes et tout ça, ouais. Mais c'est un peu le même principe, ouais. En fait, l'algorithme, peu importe la plateforme, elle va lire le contenu qu'on a rédigé et elle va essayer de comprendre à qui elle peut le montrer pour que ça soit le plus intéressant et de quoi ça parle, de quoi il est question. Donc plus on va mettre des mots-clés et un champ lexical riche dans notre légende, alors on n'est pas obligé d'écrire un article de blog dans notre légende Instagram, de toute façon le nombre de caractères il est limité, mais si on enrichit un petit peu son champ lexical, qu'on se dit ok mon lecteur il a besoin, mon consommateur sur Instagram, mon abonné, il a besoin de quoi ? Il cherche quoi comme réponse ? Je vais rédiger une légende qui correspond à son besoin. Ça va être riche, ça va être intéressant. Et l'algorithme d'Instagram utilise maintenant ce contenu pour référencer et pour montrer les posts aux bonnes personnes. Et plus seulement les hashtags. Ouais, même les hashtags, on dit, il y en a à un moment donné, il fallait en mettre 30. Maintenant, si t'en mets 5, c'est le grand max, quoi. Ouais. Le hashtag est presque mort. Du coup, les types de contenus et les sujets particulièrement efficaces pour toi sur les métiers du mariage? Donc, déjà, les types de contenus, il y a plusieurs choses à savoir. Il y a les pages fixes, c'est-à-dire les pages où on va parler de nos prestations. Voilà, photographe mariage à Lille, wedding planner à Lille, peu importe ce qu'on est, on va avoir des pages avec du contenu un petit peu plus transactionnel. La personne, elle cherche un prestataire, moi je lui propose mes services. Donc ça, c'est la partie page fixe. Et ensuite, on a toute la partie blog qui va être hyper importante pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on va pouvoir travailler d'autres sujets et donc d'autres mots-clés sur nos articles. Et ça va multiplier les points de contact
potentiel avec notre cible. Voilà, si j'ai juste une page photographe mariage, j'ai 1 point de contact. Si j'ai une page plus 25 articles de blog, j'ai 26 points de contact potentiels. Donc c'est hyper important pour ça. Ça permet aussi de créer du lien de confiance, de montrer son expertise, de faire un peu découvrir son univers. Donc le blog, il a plein d'avantages. Au niveau de type de contenu, il y a plusieurs choses dans le domaine du mariage. Il y a les contenus un peu informationnels, où on donne des conseils, on propose des guides, des tutoriels, ou vraiment des articles conseils du genre comment j'organise mon mariage de A à Z. Voilà, la personne, elle est en train d'organiser son mariage, qu'est-ce qu'elle se pose comme question, comment je vais pouvoir la conseiller. Et du coup, quand je la conseille, je montre mon expertise parce que je montre que je sais de quoi je parle et que potentiellement elle peut me contacter derrière pour me confier l'organisation de son mariage parce qu'elle se rend compte que clairement elle va s'arracher les cheveux. Ça, c'est le contenu informationnel. Ensuite, on a le contenu un peu plus inspirationnel. Par exemple, je suis photographe et je veux montrer un mariage que j'ai réalisé, je veux raconter l'histoire du couple. Là, je peux écrire un article de blog qui sera peut-être un peu plus portfolio, mais dans cette optique de créer du lien et de montrer quand même mon univers et qui je suis, je vais rédiger un peu de contenu en disant voilà, l'histoire du couple, comment on a travaillé ensemble, comment on a préparé le mariage, et la séance pendant la cérémonie, la séance couple pendant le mariage, comment ça s'est passé et pourquoi j'ai choisi tel endroit et tel moment avec telle lumière. On montre un petit peu ce qu'on sait faire. Et là, on met peut-être un peu plus de photos que dans le contenu informationnel. Inspiration et information, c'est les 2 types de contenus qui marchent hyper bien parce que les gens, ils sont en train d'organiser leur mariage, c'est le truc de leur vie, ils n'ont pas envie de se foirer, quoi. Donc, ils vont un peu chercher des conseils partout pour savoir ce qu'il faut bien faire, ce qu'il faut pas faire, à qui faire confiance, etc. Et ils ont envie aussi de trouver de l'inspiration, de trouver des idées de robes de mariée, de trouver des idées de gâteaux, de décoration de table. Et ça, on va pouvoir leur donner des idées aussi là-dessus. Et ça crée du lien à chaque fois. Donc même quand tu es photographe, tu peux faire des articles sur un gâteau, par exemple, ou une créatrice de gâteau. Là, ouais, je pensais peut-être plutôt wedding planner ou wedding designer. Mais en tant que photographe, par exemple, tu peux très bien faire un article sur les 10 meilleures couturières de robes de mariée dans ta région, par exemple. Ça donne du conseil au lecteur. Et puis toi, en tant que prestataire, ça te permet aussi de créer des partenariats peut-être éventuellement avec les prestataires qu'il y a autour de toi, faire un peu de réseau. Donc oui, peut-être pas les idées de gâteau pour un photographe, mais en tout cas, ça pour une wedding planner, ça peut être intéressant. Ok, moi je l'aurais fait quand même pour un photographe, mais bon. Tu vois, en tant qu'officiante, je le fais quand même. Tu vois, j'ai fait 2 posts, un avec mes photographes préférés. Parce que je me dis, déjà, ça fait plaisir aux photographes avec qui je travaille. En plus, oui. Mes mariés, ils peuvent choisir une de ces prestataires-là que j'ai recommandé, et ça m'arrange. Et en plus, ça me fait du contenu et un truc sur le référencement. Donc, pourquoi pas. Et tout ce qui va être création de liens, inspiration et création de réseau aussi derrière. En tant que prestataire de service, clairement, c'est hyper intéressant et hyper important aussi, surtout dans un domaine où on est amené à travailler à plusieurs. Voilà, le photographe, il travaille pas tout seul, il travaille aussi avec peut-être un vidéaste, avec peut-être une wedding planner, peut-être une officiante, en fonction de comment les mariés ont pensé un petit peu leur événement. Donc oui, le réseau va être hyper important et voilà. Ouais, clairement. C'est quoi les plus grandes erreurs que tu vois chez tes clients en matière de SEO ? Alors, il y a souvent 4 erreurs qui reviennent très très régulièrement. La première chose, c'est de se dire « Ok, je crée mon site, là, pas maintenant, mais je m'occuperai du SEO plus tard. » On le fait jamais, du coup. Voilà. Et puis, on le fait jamais parce qu'on procrastine à fond, parce que c'est pas forcément le truc où on a envie de s'y attaquer, en mode on se réveille un matin, tiens, je vais faire mon SEO là, aujourd'hui. Et pourquoi c'est une erreur ? Parce que le SEO, ça prend un petit peu de temps. Ça prend un peu de temps pour porter ses fruits. Donc, plus tôt on commence, mieux c'est. Et même si tout n'est pas parfait dès le début, au moins il y a un début qui a été mis en place et on peut toujours l'améliorer et y revenir plus tard. Mais si on laisse traîner le truc, forcément si on fait pas, on n'a pas de résultat. Et moins on a de résultats, moins on a envie de s'y mettre aussi. C'est la première chose que je ne recommande pas de faire. Deuxième erreur, hyper fréquente aussi, ça va être d'avoir une seule page pour parler de toutes ces prestations. Par exemple, je suis wedding planner et je vais avoir une unique page qui s'appelle service ou prestation. Et dedans, je vais parler de toutes les prestations que je propose.
Par exemple, l'organisation complète, la coordination de jour J, l'allocation de décoration, voilà, et d'autres choses que je propose peut-être. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en SEO, il y a une règle hyper importante, c'est un mot-clé égale une page. Donc, en gros, chaque service que je propose en tant que wedding planner devrait avoir sa propre page dédiée sur mon site. Le fait de faire ça, ça permet de mieux cibler les mots-clés pertinents pour chaque service. Voilà, par exemple, organisation complète plus le nom de ma ville. Voilà, ça va être un mot-clé. Quand la personne, l'internaute, tape ça, si ma page elle est spécifiquement optimisée pour ce mot-clé, je vais plutôt remonter dessus. Si elle est optimisée sur 12 mots-clés, en fait, c'est pas possible, donc je remonte pas. Donc, travailler un mot-clé par page, ça améliore la visibilité du site, et au final, ça donne à chaque service la meilleure chance d'être bien classé lorsque les couples recherchent ce type de prestation pour leur mariage. Et est-ce que tu conseilles de faire une page témoignage? Ou ça, plutôt de l'inclure dans une page de service? Moi, je pense qu'on peut faire les deux. On peut mettre à chaque un petit peu de saupoudrer un petit peu de preuve sociale sur chaque page service, mettre un peu des témoignages au milieu, à la fin par exemple, et d'avoir une page témoignage en plus. Comme ça, les gens, s'ils veulent vraiment consommer que des témoignages, ils peuvent se rendre dans la page dédiée. Les deux, soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Pour moi, tout est pertinent. Ok. Là, j'arrive à la troisième. Ça va être le fait d'optimiser toutes les pages de son site sur le même mot-clé. En fait, souvent, on a tendance à penser, ok, moi, je suis wedding planner, donc mon mot-clé, c'est wedding planner, donc je vais travailler toutes mes pages sur ce mot-clé. Donc wedding planner, wedding planner, wedding planner. Okay. Le problème, en faisant ça, c'est que nos pages, elles vont entrer en concurrence les unes avec les autres, parce qu'elles se disputent la même position dans les moteurs de recherche. C'est ce qu'on appelle la cannibalisation. Donc, clairement, c'est pas bon. À la place, on va cibler différents mots-clés qui vont répondre à chaque fois à différents objectifs de l'internaute. Voilà, s'il veut des conseils, je vais cibler le mot-clé comment organiser mon mariage. S'il veut de l'inspiration, je vais cibler le mot-clé magasin robe de mariée à Lille. S'il veut un service, je vais cibler wedding planner plus le nom de ma ville. Mais à chaque fois, j'ai un mot-clé par page et je mets pas le même mot-clé partout. Et la dernière, du coup, c'était le fait de concevoir son site en se concentrant uniquement sur l'aspect esthétique. Alors, c'est vrai que le visuel et l'esthétique sont hyper importants dans le domaine du mariage. Je suis entièrement d'accord là-dessus et entièrement consciente que ça compte. Et c'est aussi hyper important que ce soit agréable pour l'internaute de naviguer sur le site, donc que ce soit beau, que ce soit fluide, qu'on ait envie de découvrir un peu le travail de la personne, qu'on a envie d'en voir plus. Mais il faut aussi faire attention à l'envers du décor, c'est-à-dire tout ce que les utilisateurs en fait ne voient pas, mais que les moteurs de recherche, eux, vont lire, et c'est ce qu'ils vont utiliser pour bien comprendre nos pages. Donc par exemple, une erreur que je vois souvent, c'est la structure du contenu au niveau des titres. Souvent, on met un titre de tel ou tel niveau parce que il est plus petit, donc là, ça fait plus joli. Et puis là, il est plus gros, donc c'est mieux à cet endroit-là. Le problème, c'est que quand on regarde côté code, ça fait un truc complètement déstructuré. Et les moteurs de recherche, du coup, si c'est tout dans le désordre, ils ont du mal à lire et à comprendre notre contenu. Et s'ils ont du mal à lire et à comprendre, ils ont aussi du mal à le référencer et à bien le classer. Donc au final, on est pénalisé. Pareil pour l'optimisation des images. Il y a un emplacement qui s'appelle le texte alternatif. Souvent, on ne sait pas trop à quoi ça sert. Donc, on va mettre une liste interminable de mots-clés. On va bombarder avec 70 mots-clés, photographe Lille, photographe mariage Lille, et puis je mets wedding planner Lille, tous les mots-clés qu'on peut mettre de notre thématique. Alors qu'en fait, ça c'est pareil. C'est une balise qui est censée dire à Google qu'est-ce qu'il y a sur notre image. Et d'un point de vue par référencement, elle dit aussi aux personnes qui ont des problèmes de vision ce qu'il y a sur notre image. Donc si on bourre de mots-clés, ça fait un truc complètement incompréhensible pour les moteurs de recherche et complètement incompréhensible pour ces personnes aussi. Donc du coup, voilà, faire très attention à ça. L'esthétique, c'est hyper important. Avoir un beau site, c'est bien et ça compte, ça je suis d'accord. Mais clairement, un site qui est beau, mais qui est aussi visité et qui génère du chiffre d'affaires, c'est quand même mieux. Donc il y a cet aspect un peu envers du décor à prendre en compte aussi. Ouais, non, mais je reviens sur les titres. C'est un des trucs que je vois le plus moi chez mes coachs. Il y a pas de H1 quoi. Genre c'est pas possible de faire un site sans H1. Donc H1 c'est le titre principal de ta page quoi. Mais ça arrive tout le temps et en fait
c'est pas grave du moment qu'on s'en rend compte, qu'on s'y intéresse. Quand on s'en rend compte, il faut faire la modif. Mais forcément, au début, on sait pas trop à quoi ça correspond tout ça, donc on fait un peu comme ça nous paraît au mieux esthétiquement. Ouais. Oui, puis souvent c'est les gens qui savent pas quoi, que c'est important. Oui, c'est ça. Donc moi, la dernière fois, j'avais un coaching avec une photographe qui avait fait cette erreur, et donc je lui montrais voilà, on est parti dans le code et je lui ai montré là c'est la structure de ton site, donc on voyait que c'était un peu tout dans le désordre, et je lui dis voilà ce que ça devrait être une bonne structure. Et du coup, elle se sentait toute bête et je lui ai dit non mais c'est pas grave parce que tu pouvais pas savoir. Le tout c'est maintenant tu le sais, tu vas pouvoir le corriger sur cette page et puis potentiellement sur toutes les autres. Donc go quoi. Parce qu'on le fait maintenant. On le fait tout de suite. Ok, est-ce que tu as des conseils supplémentaires à donner à des personnes qui se lancent dans le SEO pour tout déchirer sur Google? Oui. Évidemment. Le meilleur conseil que je peux donner, et c'est un truc peut-être qui va paraître bête, mais vraiment, il faut toujours penser à ça, c'est ok, on veut être visible, ok, on va devoir optimiser notre site pour les moteurs de recherche, mais ce qui va faire la différence entre ok, je fais du SEO et je fais du très bon SEO, c'est à quel point vous gardez en tête que vous rédigez du contenu et que vous concevez votre site, vos pages, pour votre internaute humain et pas pour le robot de Google. C'est vraiment le concept vital pour moi. Et en fait, on le perd de vue quand on découvre le SEO. Souvent, on se dit, ok, c'est de la technique, c'est des liens, il faut que je rédige en mettant des mots-clés partout. Et on oublie un petit peu le lecteur humain. Et on se dit, ok, mon site est super optimisé, c'est génial. Oui, mais est-ce que c'est agréable à lire? Est-ce que ça répond à sa question? Est-ce que ça répond à son besoin? Est-ce que ça lui donne envie de nous contacter en tant que prestataire? Et c'est vraiment pas à perdre de vue. C'est, je rédige d'abord pour l'humain. Je pense à mon client, à mon prospect, mon prospect potentiel, mon client potentiel, et je rédige pour lui avant même de rédiger pour Google. Ça, c'est le truc vraiment à garder en mémoire H24. À qui je parle, pourquoi je lui parle, et c'est pas Google à qui on parle. C'est clair. Est-ce qu'il y a des tendances actuelles ou émergentes en termes de SEO que les professionnels du mariage devraient intégrer dans leur stratégie, selon toi, dont on n'a pas encore parlé, évidemment? Évidemment. Alors, pour moi, ce dont il faut vraiment avoir confiance, et je pense qu'il va prendre encore plus d'importance ces prochaines années avec l'émergence de l'IA, c'est l'expérience utilisateur. Quand on parle d'expérience utilisateur, on parle, ok, j'ai un site qui est sécurisé, j'ai un site qui charge vite, sur lequel on navigue facilement, c'est agréable, on a envie de voir d'autres pages. Mais aujourd'hui, ça va plus loin que ça. Aujourd'hui, il y a toute la dimension de à quel point j'apporte de la valeur à mon visiteur. Maintenant, on va sur ChatGPT, on crée un contenu en 5 minutes. Donc Google, il essaye de comprendre vraiment s'il y a une vraie expérience derrière le contenu ou si c'est juste je fais du contenu pour faire du contenu. Et ça, en fait, ce concept d'expérience, d'expertise qu'on apporte, l'IA, elle peut pas le faire. Il y a que l'humain, il y a que le prestataire, l'expert que vous êtes qui va pouvoir correctement montrer ce dont il est capable. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est ça, c'est comment ne pas être juste un relais d'informations que tout le monde a déjà donné 15 000 fois sur le web, parce que clairement, quand vous allez écrire un article, à 99% de chances, c'est sûr qu'il y a déjà quelqu'un qui a écrit sur le sujet déjà. Aujourd'hui, vous devez vous demander comment je peux apporter mon expérience, comment je peux apporter ce petit truc en plus qui va vraiment intéresser mon internaute et qui va me permettre, moi, de mettre en avant mes compétences et ma différenciation. Et pas juste, je fais un article sur les robes de mariée, pouf, 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 les magasins, ciao, au revoir. Voilà, mais peut-être que moi, je vais aller dans chaque magasin, peut-être que je vais rencontrer chaque personne qui dirige le magasin, que je vais échanger, que je vais voir, ok, là, c'est plutôt quel style de robe, et je vais vraiment faire un détail qui montre que j'y suis vraiment allée, et pas juste j'ai été sur leur site 30 secondes et j'ai demandé à ChatGPT de me faire un résumé. Voilà le gros truc pour moi qui va prendre en importance, c'est déjà maintenant, et encore plus ces prochaines années. Et la question qu'on se pose toutes, est-ce que ça sert encore à quelque chose d'avoir une page Google Business? Alors, c'est vrai que ces derniers mois, ça a pas mal bougé, en ce qui concerne les fiches d'établissement Google. Juste pour résumer un peu la situation, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il y a eu une loi, donc la loi DMA, qui est entrée en application là récemment en mars 2024,
Cette loi, elle vise à réguler la domination de certaines plateformes en ligne, donc notamment Google, évidemment, pour favoriser une concurrence un peu plus équitable entre les acteurs présents dans les résultats de recherche. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Google peut pas afficher que ses résultats Maps quand on fait une recherche locale. Il est obligé un petit peu de laisser de la place à d'autres sites, à d'autres plateformes. Est-ce que, malgré ça, c'est toujours utile d'avoir une fiche Google? Oui, ça reste utile, surtout pour les professionnels du mariage, parce que ça vous permet de fournir des informations importantes sur votre entreprise. Bon, ça, c'est pas nouveau, l'adresse, les horaires d'ouverture, les avis clients, les photos, etc. Ça aide à renforcer votre crédibilité et votre visibilité en ligne, en plus d'améliorer votre référencement en local dans votre zone géographique. Ce que je recommande par contre, c'est de plus compter uniquement sur votre fiche Google, mais de faire du SEO local autrement. Alors vous pouvez continuer de travailler, d'enrichir, d'optimiser votre page Google Business. Voilà, il y a toujours ça vous permet toujours de gagner en visibilité et d'attirer des clients, mais on se focalise pas uniquement sur cet outil. Vous pouvez miser aussi sur votre site web en l'optimisant correctement pour les recherches locales. Voilà, on en a parlé tout à l'heure, les pages fixes où je mets mon mot-clé plus ma ville, mon service plus ma ville, où je fais bien une page par service pour multiplier mes chances d'être bien référencé. Donc il y a tout ce travail sur le site web. Et puis après, vous pouvez vous inscrire aussi sur d'autres plateformes. Il n'y a pas que Google Maps en vrai. D'autres cartes, voilà, par exemple Page Jaune, Trustpilot, je vais rêver, Mappy, ça me rassure. Par exemple. Je me dis que je suis pas la seule. T'es pas la seule. Donc il y a plein d'autres plateformes et plein d'autres cartes autres que Google qui peuvent aussi vous apporter des clients. Donc on met pas tous ses œufs dans Google Business, on en met une partie, c'est toujours utile. Et on diversifie un petit peu ces autres plateformes et les autres points de contact potentiels. Ok, merci pour tous ces conseils. Je pense que ça va en aider pas mal. Si on a envie de travailler avec toi, comment ça marche en tant que prestat du mariage? Il y a plusieurs possibilités. Ça dépend si vous voulez être autonome pour faire vous-même sur votre site ou plutôt déléguer parce que ça vous intéresse pas du tout et que vous voulez être tranquille. Dans tous les cas, c'est possible de le faire quelles que soient vos préférences. Déjà, je propose de la prestation de service. Voilà, si vous voulez déléguer votre optimisation en local, on en a parlé là juste avant, les pages fixes, les pages Google, etc. Si vous voulez rédiger des articles de blog, on peut le faire ensemble. Je le fais à votre place ou alors je vous apprends à le faire. Je fais du coaching SEO pour vous apprendre, vous accompagner à être autonome et surtout à être serein quand on travaille sur son site et pas à se dire « Oh non, aujourd'hui c'est le jour où je fais du SEO. » Non, moi je veux que ce soit fun, je veux que ce soit accessible, je veux que ce soit cool et franchement c'est possible. J'essaie vraiment de le rendre, de vulgariser à fond pour que ce soit sympa et que ce soit pas le truc où on traîne les pieds pour s'y mettre, parce que c'est un levier hyper puissant et que du coup, si on traîne les pieds, peut-être on met en place moins de choses, mais alors qu'il y a plein de résultats possibles, donc j'essaie vraiment que on y aille avec entrain. Et après, j'ai des programmes de formation en ligne si on veut vraiment être autonome plus, à suivre à son rythme, mais toujours avec cette notion de je donne des exercices, je guide au maximum pour passer à l'action plus, parce que sans passage à l'action, forcément, il n'y a pas de résultat. Et comme j'ai dit au début, si on fait plus tard, on fait pas. Donc moi, je veux qu'on fasse maintenant. Quand on a l'info, on passe à l'action, on a les résultats et on est content. Merci pour tout ça. Alors, si tu as déjà écouté le podcast, tu sais que je pose toujours des questions à la fin qui n'étaient pas prévues. En tout cas pour toi, pour moi. Qu'est-ce que tu préfères faire pendant ton temps off? Nager. Nager? Donc ouais. Aller à la piscine ou à la mer? Ah ouais, piscine plutôt. Entraînement, natation. T'es sur l'île, toi? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est mieux la piscine du coup à l'île. Oui, elle est un peu plus chauffée. Ok, nager. Et quoi d'autre? Je regarde beaucoup de films, de séries, je vais pas mal au cinéma. Et puis j'aime bien lire aussi. C'est quoi ta série préférée? Là, en ce moment, je suis en train de regarder pour la 2e fois Tchernobyl. Ok. Donc, pas hyper fun. Ouais. Mais hyper impactant, je trouve, et hyper intéressante, historiquement parlant, quoi. Ok. Ton péché mignon? Le crumble aux pommes. À la banane, moi. Mon âme en fait un. J'ai jamais testé, tiens. Ah, magnifique. J'ai testé. Crumble, c'est très bon. Je valide. Et si je devais t'offrir un petit cadeau, ça serait quoi? Du crumble?
Pourquoi pas. Bah, ça pourrait être un petit mojito en terrasse, par exemple. Pas mal. Ok. Et mes 2 questions favorites. C'était à quel âge la pire période de ta vie? C'était 5e, 4e. Donc 13, 14. C'est la réponse qu'on me donne le plus, on va pas se mentir. Ah ouais, le collège, c'est juste l'enfer. C'est... les petites pestes, les boutons, les hormones. Et puis... Moi, j'avais pas trop de boutons, mais j'étais un peu harcelée par des petites pestes et franchement, j'y retournerais pas, quoi. Et qu'est-ce que tu dirais, du coup, Charlotte, de l'époque, maintenant, avec le recul que t'as sur ta vie? Je dirais que de pas s'inquiéter, que ça va bientôt se terminer et que elle va trouver sa place et qu'elle va kiffer sa life. T'avais peur de pas trouver ta place à cette époque-là? Bah, je savais pas trop déjà dans quoi m'orienter à ce moment-là. Et au lycée, c'est pareil, j'ai eu une période, je voulais m'orienter d'abord vers le littéraire, et puis après, en fait, c'est suite à une hospitalisation que je me suis dit non, mais en fait, je vais être à l'hôpital, donc je me suis dit que j'allais être médecin, mais j'avais fait un bac L, du coup, on m'a dit non, tu peux pas, donc j'ai fait infirmière. En fait, on peut très bien faire médecin avec un bac L, on peut faire infirmière avec un bac L, mais bref, passons. Et puis là, j'ai eu l'impression d'avoir trouvé ma place, et puis au final, j'ai plus eu goût à ce métier, donc j'ai eu de nouveau l'impression de plus être à ma place, et là j'ai de nouveau l'impression d'y être, donc... Ouais, c'est un éternel recommencement, la vie, de toute façon. Après, oui, c'est juste... Oui, on évolue, donc c'est sûr que ça peut pas Exactement. être toujours stable, et tant mieux, parce que je pense qu'on s'en irait au bout d'un moment. Bah oui, c'est clair. Merci beaucoup, c'est hyper full valeur aujourd'hui, et puis je sens que ça va parler à beaucoup de monde. Merci pour tout ça. Tant mieux. Merci à toi pour tes questions, pour ton invitation. Et merci à toi pour ta patience avec ma connexion internet qui buguait, mes écouteurs qui marchaient plus. Tout ça. Merci. Ça a été compliqué sur le début, mais nickel à la fin, je pense. On s'en est sortis. Mais oui, c'est le principal. Merci Charlotte. À bientôt. Merci à toi et puis à très bientôt. Et voilà le gang, j'espère que cet épisode t'aura plu autant qu'à moi et que tu auras appris plein de choses. Si c'est le cas, partage-le sur Insta et tag-nous le labo du rédacteur web et moi, ça nous fera trop plaisir. Un grand merci à toi et à très vite pour le prochain épisode.